où tu prends juste l'audio. Ouais, en En fait, fait, tu parles de la... Zoom me permet de prendre ta voix Ok. et j'utilise un autre logiciel ici, Audacity, pour prendre ma voix. Ah oui, Et oui, ensuite, oui. on croise les deux pistes pour un montage. Mais bon, il y a un truc un peu plus tech que j'ai mon ingénieur son. Ça, c'est comme ça que c'est sur ce principe que je suis parti dès le départ. Mais là, on va sur un truc un peu beaucoup plus tech avec le temps. Et j'ai mon ingénieur son qui utilise des logiciels payants, mais beaucoup plus sophistiqués pour avoir un meilleur rendu, quoi. Mhm. Mais c'est lui qui le fait, quoi. Pour que moi, je puisse aussi optimiser. Parce que ça fait déjà 2 podcasts que j'ai. Niveau temps, c'est un petit peu chaud, sans compter mon boulot à côté. Donc. Dans le podcast, ici, c'est Débrouillard. Débrouillard, c'est le nom du podcast, ouais. Ouais. C'est mon podcast, c'est mon projet perso. Et l'autre podcast, c'est 10 Mhm. 000 codeurs, c'est beaucoup plus social, c'est un podcast social. Ok, Euh, ok, ok. L'idée, Ça c'est va. d'aider, de pouvoir, grâce aux sponsors, financer des bourses des étudiants en Afrique. Mhm. Ouais. Et moi, je suis juste la voix qui porte ce podcast, l'animateur et le producteur. Et sinon, il y a le board, il est beaucoup plus grand que ça, avec des experts en UX design, des développeurs, des Mhm. gens du test engineering, des gens dans le développement personnel. C'est vraiment un grand board. Mais l'idée reste vraiment sociale, aider ces jeunes-là, grâce au métier du numérique, à s'insérer au niveau de l'employabilité. Ok, ok, ok. Ouais. Je vois. Ok, c'est cool. Top. Donc, je propose que l'on commence. Pas de souci. Bonjour, oui, Wilfried Captué, j'ai bien dit, j'ai bien prononcé le nom. Oui, c'est bien ça. Je capte. Bon. Je suis très content de te recevoir ici. Wilfried, on va aborder plein de sujets. Même si tu n'aimes pas le terme, tu es quand même l'un des premiers youtubeurs dans la communauté, dans la communauté afro. Quand je dis afro, je parle beaucoup plus de l'Afrique, même s'il y en a qui faisaient déjà des trucs sur YouTube. Mais toi, tu étais un petit peu niché, tu parlais un petit peu de comment s'émanciper, comment sortir en fait des schémas traditionnels qu'on a l'habitude de voir. Mais sinon, à côté, tu étais vraiment il y avait que toi, en fait, il y a de cela 2, 3 ans, je crois, fin 2016, 2017, début 2017, je pense. Il y avait que toi. Aujourd'hui, Euh, Oui, oui. En fait, déjà, je te remercie de m'avoir invité sur ton podcast. Ça me fait vraiment plaisir qu'il y ait des frères qui suivent un peu aussi mes activités et qu'on puisse partager, voilà, comme ça de temps en temps. Alors oui, j'ai créé Aphrodidacte, d'ailleurs, c'est le nom du média, Aphrodidacte, la il y faute a de toi. en 2000, début 2017, ouais, il me semble. Et oui, du début jusqu'à la fin, il y a que moi, hein, que ce soit le montage, les vidéos, tout. Donc, il n'y a Ouais, pas c'était un d'autres qu'on gros appelle. projet avec plein de thématiques différentes sur le sujet tabou déjà. C'est d'où l'objet de ta dernière vidéo, l'argent. L'argent, Oui, oui. quelque chose Ça, c'est un qui, sujet. ça crache le feu. Mais avant qu'on commence à creuser sur tout ça, je voudrais qu'on revienne. Tu étais où? Tu as disparu, tu as fait plus d'un an sans produire quelque chose. C'est vrai qu'après, il y a des gens qui ont apparu, comme par exemple Investi au pays, qui a tout pété. Hein. Là, il a plus de Mhm. 100 000 fans déjà, mais qui produit aussi du Mhm. bon contenu, on doit le dire. Et c'est justement ce que tu prenais à l'époque lorsque tu produisais tes vidéos, de créer votre propre média. Je pense qu'il y a même une vidéo complètement dédiée avec ce Dédié projet. à ça, ouais. Ouais. Donc, Exactement. tu étais où pendant un an? Qu'est-ce que tu as fait? Il y a eu quoi? La dernière Alors, vidéo, c'était celle de Maman Monique, qui était une histoire tragique et tout, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un de ta famille, peut-être? alors, non, non, en ce qui concerne, bon, je vais reprendre point par point ce que Ouais. tu viens de dire. Alors, en ce qui concerne l'association qui s'appelle les Enfants de Monique, c'est en rapport évidemment, comme tu viens de dire, à une femme africaine qui est décédée à Douala, de suite de, voilà, elle n'a pas été prise en charge par les hôpitaux, tout simplement parce qu'elle n'avait pas assez de moyens. Mhm. On a décidé de créer une association, etc. Donc, non, ce n'est pas quelqu'un de ma famille, mais je pense qu'en tant qu'Africain, si on prône justement le panafricanisme et l'amour de soi-même, ce sont des initiatives qu'on doit prendre. Je pense que c'est d'une logique. Ouais. Alors, on a décidé de mettre ça en place, mais je ne suis Mhm. ni président, je ne suis pas Tu étais quelqu'un, je juste vais la dire, voix qui à la tête portait de le média, en l'association. fait, histoire de diffuser Voilà, mon objectif, l'information c'est juste de au plus de porter personnes. la voix. Et voilà, exactement. Mon objectif, c'est juste ici de porter, d'être un peu une forme de porte-voix de l'association. Mais voilà, donc je suis juste à ce stade-là. Et Mhm. je porte un peu, on va dire, je démocratise un peu la connaissance de cette association-là. Voilà. Mhm. Ça, c'est déjà Elle une existe chose. toujours, Alors, ou c'est quelque chose qui existe oui, toujours? bien sûr, elle existe toujours, hein, jusqu'à Mhm. elle travaille dans le silence, quoi, comme on dit. Parce que Ah, ok. les actions sont plus sur le continent.
Donc, pour le moment, on a commencé au Cameroun, où s'est passé le drame, mais ça a pour objectif de se multiplier. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu le drame avant qu'on continue, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, parce que c'était quelque chose de vraiment sordide. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça date d'il y a 3 ans maintenant, il me semble. Je ne vais pas vous mentir que je ne sais plus les dates précises, mais je sais que c'est il y a 3 ans. Il y a une maman qui s'appelait Monique Koumatekel, qui était enceinte. Elle est allée à l'hôpital de Lakintini de Douala, au Cameroun. Arrivée sur place, elle n'a pas pu être prise en charge par le corps médical, tout simplement parce que malheureusement, dans certains pays africains, quand vous n'avez pas assez de moyens, on ne vous prend pas en charge, tout simplement. Tu payes avant d'être servi. Ouais, voilà, tu payes avant d'être servi, ce qui, logiquement, je veux dire, d'un point de vue humain, on doit d'abord te servir, surtout dans le domaine médical, avant qu'on pense à te demander une forme de compensation financière. Ce n'a pas été le cas. Donc, évidemment, elle était à terme, elle devait accoucher. Et malheureusement, quand une femme doit accoucher, qu'on ne la prend pas en charge, il y a beaucoup de complications qui peuvent se passer. Et je vais éviter ici d'utiliser des termes un peu choquants, mais sa sœur a dû faire l'opération elle-même. Donc, que vous imaginez un peu quelqu'un qui ne connaît rien du tout à la chose, a dû faire le travail lui-même. Et évidemment, c'est parti en drame, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, et suite à ça, elle est décédée, évidemment, de ses blessures et d'une forme de césarienne qui n'était ni apprêtée ni rien du tout au final. Donc voilà, ça c'est. Avec les bébés notamment. Évidemment, le bébé il est décédé aussi. Et c'était des jumeaux, non? Je pense que c'était des bébés. Oui, il me semble que c'était des jumeaux. Ouais. Et elle est décédée juste comme ça, hein, non loin de l'hôpital. Enfin, vous imaginez le drame. Ouais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça représente toujours pour nous un drame. Et il y a eu tellement de retombées médiatiques qu'on s'est dit, à un moment donné, c'est bien, ok, c'est bien de parler, de dire, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Parce que Monique Koumatekel, elle n'est ni la première, elle n'est ni la dernière. Son cas était juste un cas qui a été médiatisé, mais on connaît des dizaines de cas qui ont précédé. Ouais. Et on s'est dit, donc, on ne peut pas laisser faire ça. Donc, nous qui sommes, en tout cas, moi, je suis ici en Belgique, il y a d'autres qui viennent d'autres pays, il y en a qui sont au Canada, d'autres aux États-Unis. Donc, on a décidé de créer l'association qui s'intitule Les Enfants de Monique, juste après son décès. Donc. Et l'objectif, c'est de prendre en charge toute femme qui est en difficulté financière, qui est en femme enceinte, hein, bien sûr, qui est en difficulté financière, pour éviter pour diminuer en tout cas le taux de mortalité maternelle et mortalité infantile. Donc voilà, et aujourd'hui, il me semble qu'on a déjà pris plus d'une dizaine de femmes en charge. Je pense qu'on a déjà plus de 10. Donc, moi, je ne maîtrise pas les chiffres par cœur, comme je l'ai dit. Je suis pas. Tu étais juste le média qui. J'ai l'impression qu'au niveau du volume, c'est un petit souci. Est-ce que si tu as des écouteurs, ce serait vraiment plus intéressant Le volume, attends. Je pense qu'il y a moyen de mettre des écouteurs, du moins surtout pour le retour, pour que je puisse, pour que ça puisse être facile. Là, c'est bon. Là, c'est bon? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok, donc c'est peut-être parce que je suis un peu loin de l'ordinateur. Donc, je disais, donc il y a déjà plus d'une dizaine de femmes qui ont été prises en charge et évidemment plus d'une vingtaine d'enfants qui ont été mis au monde et voilà. D'accord. Grâce à l'association Les Enfants de Monique. Ça, c'est la présentation basique vraiment de l'association. Voilà. D'accord. Donc, et pour revenir, en fait, tout ce que là, c'était pour ce qui était de la dernière vidéo sur ta chaîne, c'est la présentation de cette association. L'avant-dernière. Je précise quand même que c'est l'avant-dernière, ce n'est pas la dernière. J'ai sorti une dernière vidéo qui s'intitule « Ce qu'ils doivent savoir ». Et dans cette vidéo-là, je parle justement de l'argent, tout simplement. Non, je parle avant que tu ne disparaisses de YouTube, parce que tu as disparu. Tu as disparu au moins 1 an. Et il faut que tu nous dises, quoi. On veut savoir. Je suis sûr que je ne suis pas le seul. Ceux qui suivaient, c'est une grosse chaîne avec presque 10 000 abonnés. Donc, ça veut dire qu'il y avait des gens qui regardaient toutes les vidéos pour voir un petit peu l'évolution. Il y a 1 an, tu as disparu complètement jusqu'à ce que tu as publié la vidéo sur l'association de Maman Monique, les enfants de Maman Monique. Et ensuite, il y a eu ce vide-là pendant presque, je dirais peut-être même plus d'1 an. Oui, plus d'1 an. Ouais, tu as disparu et c'était un gros vide en fait, puisque dans ta niche, même s'il y a d'autres trucs qui ont émergé, comme j'ai dit précédemment, il n'y avait personne en fait. Il y avait des gens, mais c'était plus des gens qui faisaient des vidéos sans me moquer, hein, mais des vidéos plus à la va-vite, ou make-up, ou ce qui n'est pas mauvais, c'est aussi un business model, pourquoi pas. Mais pour aborder en fait
cette thématique de se prendre en main en tant que tu n'es pas toujours tendre la main et d'attendre que les choses arrivent, d'aller vers soi, être son propre chef, son propre média. À l'époque, il n'y avait que toi, en fait. Moi, je ne voyais que toi qui le faisais, en fait. Et le fait que tu te sois absenté pendant 1 an, il y avait quand même un vide, quoi. Donc, alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu as monté des trucs? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Tu sais, quand dans mes publications, évidemment, je parle de la nécessité de connaître son histoire, d'avoir d'abord un fondement culturel, parce que tu ne peux pas essayer de t'affirmer et de construire financièrement quelque chose. Tu n'as pas au moins une base culturelle sur laquelle tu vas au moins te baser. Tu me suis? Ouais. Donc, j'ai fait des vidéos sur ce sujet-là. J'ai parlé aussi de la gestion financière. J'ai parlé de certaines connaissances basiques dont je maîtrisais et que j'ai jugé nécessaire de partager. Avec le temps, quand je partage ces conseils-là, il faut comprendre aussi que dans ma vie personnelle, je les applique. Donc, en l'occurrence, j'ai aussi des entreprises que j'essaie de monter et des activités que je fais. Et bien que je sois ici en Belgique, il peut m'arriver de voyager pendant plusieurs mois. Donc, déjà, l'année passée, c'était en 2018, oui, voilà. En 2018, j'ai voyagé pendant plusieurs mois. J'étais sur le continent, j'étais au Cameroun notamment. Et là-bas, il y a des activités qui se font. Donc, il y a l'achat de terrain. Bon, je ne veux pas trop parler de ce qui me concerne en termes de privé, mais ce que je peux dire, du moins ce que je peux déjà mettre ici en public, c'est qu'il y a eu des investissements personnels, il y a des voyages familiers, il y a aussi des fois des problèmes familiers, mais c'est plus le côté investissement et budget et projet qui m'ont pris beaucoup de temps. Du fait déjà que je n'étais pas ici en Europe, donc charger les vidéos, les publier tout le temps. Puis, il fallait que je me concentre sur les terrains, acheter, l'investissement et beaucoup de choses. Sans compter ce que je faisais déjà ici en Europe, en ce qui concerne notamment le commerce électronique. Et quand je parle d'investir et de créer son propre média, à côté, je crée aussi mes propres activités en ce qui concerne notamment le dropshipping. Ça, c'est juste un seul exemple de ce que je peux faire. Donc, je suis formé pendant longtemps sur le dropshipping. Il faut rappeler peut-être aux gens ce que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas le dropshipping, c'est ce commerce triangulaire. Est-ce que tu peux un petit peu définir ce que c'est? Alors oui, le dropshipping, en fait, c'est un système triangulaire, comme tu dis, c'est assez simple. Hein, je pense que c'est ce que font toutes les entreprises depuis des dizaines d'années. Jusqu'à aujourd'hui, ça s'est un peu plus démocratisé grâce à Internet. Donc, le dropshipping, c'est simple. Tu rentres en contact avec un fournisseur qui se trouve généralement en Asie, donc on dit la Chine. Tu discutes avec lui, il te sort un certain stock de produits que tu veux vendre. À côté de ça, tu crées un site de vente sur lequel tu marketes le produit que tu veux vendre. Et après avoir créé ce site-là, tu cherches un moyen de ramener, si tu veux, des prospects et des clients sur ce site-là et ça te fait tout simplement des ventes sans pour autant avoir de stock. Parce que comme je l'ai dit en tout début, le stock, il reste chez ton fournisseur. Ouais. Tout ce que tu fais, c'est de créer la plateforme de vente et tu fais tout simplement marcher la machine. C'est un business model qui marche. Je pense que tous ceux qui s'intéressent un peu savent la puissance du dropshipping. Donc, ouais. Ou tous ceux qui sont sur YouTube ont plus ou moins été targetés par tous ces formateurs. Ouais, exactement. Et certains ont fini par croire en fait qu'il s'agit d'une arnaque, mais en réalité, non, c'est pas du tout une arnaque. Ouais, c'est clair qu'il y a des gens peut-être qui font pas les choses dans les règles. Par exemple, des sites où tu arrives, il n'y a même pas comment ça s'appelle, les mentions légales, tout ça. Ils ne suivent pas peut-être la procédure légale et tout, mais ça reste quelque chose de viable et de légal. Plein de grosses entreprises le font encore aujourd'hui. Évidemment. Et ça reste l'une des manières les plus faciles de commencer, enfin, facile entre guillemets, mais qui demande, qui demande peut-être le moins d'investissement. Ouais. Parce que certes, tu n'as pas de logistique à gérer, mais il y a une grosse partie marketing que si tu ne maîtrises pas les codes et le langage qui s'y tient, et aussi par rapport au pays où tu te trouves, parce que la façon dont tu vends un produit, où tu marketes un produit en France, c'est pas pareil qu'en Espagne ou pas pareil qu'en Italie, où les cultures sont différentes. Voilà. Donc, ça c'était une des choses. Ça, c'est le dropshipping, mais il y a d'autres activités. Hein. Il y a l'affiliation. Donc, en gros, pour répondre à ta question, qu'est-ce que j'ai fait pendant ma période d'absence? Tu as fait de l'argent. Ouais, déjà, il y a faire de l'argent. Parce que sans argent, déjà, et ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que si je ne peux pas me permettre ici de partager des conseils financiers, de prendre beaucoup de temps, en tout cas, pour partager de la valeur avec des gens. Si de mon côté, je n'ai pas de quoi manger, de quoi dormir, c'est une évidence. Je sais que beaucoup de gens ne pensent pas souvent à ça. Ils se disent que nous, on veut juste du contenu. À côté,
fuck off, quoi, on s'en fout, tu vois. Ouais, ouais. Moi, c'est Partage du l'une des contenu, choses le qui reste, m'a le plus marqué chez toi, sur ta chaîne. Venez, parlons argent, arrêtez un petit peu les trucs c'est de. important, au final. C'est important. Ouais, Quand je et te c'est. dis, je voyage et que je vais en Afrique, déjà, le billet d'avion, tu imagines le prix pour aller au Cameroun, si tu quittes de Belgique, tu es au-dessus de 500 euros. Ouais, c'est pas le Maroc, en Voilà, fait. et puis tu arrives sur place, 500 euros, c'est vraiment le moins cher. Et puis tu arrives sur place, tu as des investissements à faire, tu as des déplacements, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, quand je parle d'investissement, c'est quelque chose qui est chronovore. Ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris Ouais, aussi beaucoup d'investissement personnel en temps et aussi en tant que ma propre personne. Et aussi la famille, parce que voilà, on vit tous en famille, hein, il y a des problèmes familiaux, mais ça, je pense que c'est ce qui a pris le moins de temps. Mais ça fait partie de la ouais, chose. Donc, ouais. ça, c'est un peu le mélange de tout ça qui Mhm, m'a pris beaucoup de temps. Mais, mais, il y a aussi un moment donné où je me suis assis et je me suis dit, il faut que je redéfinisse Aphrodita. Parce qu'on ne peut pas passer des années à parler juste de il faut faire du chiffre, vous devez apprendre votre culture, voilà les livres que vous devez lire. J'ai recommandé notamment le livre que je pense que toute personne qui veut connaître un peu l'histoire africaine doit lire, et je pense que tu connais sûrement ce livre-là, qui est Nation d'agriculture, de Cheikh Anta Diop. Donc, tu en as Je sais déjà quand entendu parler. là, ça, tu parlais, sur 5 vidéos, il y avait au moins 2 ou 3 vidéos où tu parlais de ça. Donc, moi, Voilà. J'ai tellement toi, tu m'as marketé saoulé positivement avec ça. Donc, à force. voilà, exactement. Je pense qu'il y a peu de personnes, en tout cas à ma connaissance, je connais peu de personnes aujourd'hui qui ont poussé autant de personnes à acheter des livres de Cheikh Anta Diop. Parce que quand je faisais la recommandation du livre Nation d'agriculture, c'était un lien d'affiliation. Mhm. Lien d'affiliation très simple. Tu mets un lien, ils vont sur Amazon, ils achètent le livre, tu vois le nombre de personnes qui ont cliqué, le nombre de personnes qui ont acheté. Et je peux te dire, à l'heure où on parle, il y a eu en tout cas plusieurs centaines, plus de 500 personnes qui ont acheté Nation d'agriculture. C'est pour te dire l'impact que je pense personnellement, et sans prétention, que j'ai pu avoir sur certains. Je ne Mhm. connais pas beaucoup de personnes qui ont pu pousser autant de personnes à acheter Nation d'agriculture et Cheikh Anta Diop ou autres livres d'ailleurs. Mais je Mhm. parle La principalement lecture en ici de Cheikh Anta général, Diop. par rapport au fait que Ouais, la souvent tu vas dire, lecture en ouais, j'ai pas général. des centaines de milliers d'euros pour investir dans une formation, dans un MOOC. Le bouquin, quand même, ça reste. Exactement. Mais tu Avec un commences à lire. bouquin, un truc de 15, 20 balles maximum, tu réussis à emmagasiner autant de connaissances que quelqu'un qui va se faire. Autant de C'est pas pour savoir. cracher sur les MBA, mais autant d'informations que tu peux aller Mm, en école de commerce ou dans. Je veux des connaissances pratiques, en fait. mm, Si mm. tu fais ça, ça te donne ça, en fait. Et le bouquin, ça reste quand même la meilleure porte d'entrée. Exactement. Et franchement, c'est quelque chose à saluer. Et c'est quelque chose que moi, moi, je regardais avec beaucoup d'admiration. Et j'essaie aussi, moi, à mon petit niveau, de pousser les gens à chaque fois vers ça lorsque je parle de bouquin avec mes invités. Et il y a même un concept sur mon podcast. À Mhm. chacun de mes invités, j'ai produit combien? Juste 26, 27 épisodes. À chacun, j'ai toujours à offrir. À la fin, j'offre toujours un bouquin. C'est quelque part pour inciter aussi les gens peut-être à la curiosité, à aller voir et le bouquin qu'il a offert, qu'est-ce que c'est, ça parle de quoi, et à la Bien sûr, lecture c'est assez aussi. important. Tu vois. Donc, tu disais Mm. donc, tu as eu Donc, pendant cette période sur tous ces petits donc, je trucs que disais tu as donc, expérimentés. au début d'Afro, oui, oui. En fait, au début d'Aphrodidacte, mon objectif, c'était de pousser les gens à la lecture. Parce que toutes les informations que je partage, ce sont des choses que j'ai emmagasinées, j'ai appris, j'ai expérimenté. Et je me suis aussi beaucoup inspiré de nos aînés, de nos ancêtres, comme on peut dire, notamment, on peut citer certains ici, comme, bizarrement, hein, comme Malcolm X, tout simplement. Euh, Malcolm X, dans sa lutte, à un moment donné, il a dit que l'une des grosses erreurs qu'il a dû faire, c'est de vouloir faire une révolution sans avoir conscientisé au fond la communauté. Donc, c'est l'une des grosses choses qu'il peut regretter. Et beaucoup de personnes l'ont dit. Même Sankara, qui a mené une lutte, je pense que personne africaine doit connaître Sankara, il a mené une lutte d'indépendance. C'est un homme fort, mais il y a aussi une chose qu'il a regretté dans son combat, c'est ne pas avoir mené une campagne de conscientisation profonde. Parce que c'est important, en fait, de comprendre pourquoi vous luttez pour ça. Vous ne Mhm. pouvez pas arriver et dire allons construire des entreprises ensemble, on va mettre en contact telle personne qui ont telle compétence dans tel domaine et on va travailler ensemble. Les gens vont se demander, moi, mais sur le fond de quoi? Pourquoi il faut faire ça? Donc, c'est la raison pour laquelle, avec Aphrodita, j'ai d'abord commencé par parler de la nécessité de s'unir, la nécessité de comprendre nos fondamentaux culturels et la raison pour laquelle on doit s'unir. Comme on dit, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Si tu ne sais pas où tu vas, bah, tu vas te perdre à un moment donné. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai d'abord parlé du côté culturel. Je voulais Ouais. d'abord dire ça, ça me semblait Mhm. important. Et par la suite, maintenant, je suis rentré dans ce que moi j'appelle la phase 2 d'Aphrodita, pour faire simple. Parce que j'ai cherché un mot, je me suis dit, oh, on ne va pas se compliquer la on va appeler ça la phase 2.
La phase 2 d'Aphrodidacte, c'est de rentrer dans un contexte, comment dire, d'approfondir les connaissances que je partage. Parce que quand je parle d'histoire, de culture, de financier, j'ai tellement à partager que je sais qu'une vidéo, ce n'est pas suffisant. Je le sais pertinemment. Parce que des fois, je partage et je m'assois là, je me dis, mais j'aurais pu encore parler de ça. Ah ouais, mais… Et des fois, je me retrouve C'est compliqué en 10-15 minutes de creuser voilà, une thématique bien spécifique. Ouais, mais c'est pas mal déjà comme un système d'appel, un système pour introduire les gens dans quelque chose où, pour ceux qui veulent pousser plus loin, ils peuvent se retrouver dans un environnement où, notamment, je sais pas, ça peut être un podcast comme ce que je fais parce que c'est compliqué quand même de parler pendant plus d'une heure de temps sur YouTube. Il y en a qui le font, mais et avoir le même auditoire, quoi. Ou alors, par exemple, une plateforme dédiée pour pouvoir enseigner ces petits points, ces expertises qu'on a, en fait. Exactement. En tout cas, là, tu me prêtes même le mot parce que c'est là où je voulais en venir. C'est que dans la phase 1 d'Aphrodidacte, où je partageais du contenu, enfin, la connaissance, je recommandais des ouvrages. Je parle du principe que le meilleur investissement d'abord, et le premier investissement à faire, c'est la lecture. Parce qu'il y a des livres qui changent une vie, comme tu as dit. Bon, en ce qui me concerne, hein, le livre, par exemple, Nation d'agriculture de Cheikh Anta Diop, c'est un livre, quand je l'ai fini, je ne vais pas te mentir que j'étais en PLS. Ouais, quand j'étais assis comme ça, je me suis dit… En mode guerrier, je voulais enlever ton t-shirt Disney, des trucs là, et puis aller conquérir toute la planète. Je pense qu'il y a peut-être certaines personnes qui savent très bien de quoi je parle. Et quand j'ai fini ce livre-là, où il y a des livres qui influencent d'autres personnes, hein, mais en tout cas, pour moi, c'était celui-là. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y avait autant de connaissances que j'ignorais dans un domaine que j'affectionnais autant. Donc, ça a changé complètement mon état d'esprit, mon mindset, en réalité, sur le monde. Ça a changé complètement ma vision du monde. Tu sais, c'est un peu comme dans la matrice, la pilule bleue, pilule rouge, là, tu choisis, et puis, tu vois, ça change complètement ta vision du monde. C'est exactement ça. Après ça, je me suis dit, non, tu ne peux pas finir de lire ce livre-là et tu restes la même personne. Il faut que tu passes à l'action. Il faut que tout ce que tu as emmagasiné, tu as étudié, tu as maîtrisé, que tu le partages avec les gens. D'ailleurs, beaucoup de gens ne savent pas que c'est à partir de Cheikh Anta Diop, en fait, que ma volonté, en fait, de partager ma connaissance est venue, au final. Et quand j'ai lu ces ouvrages, quand je me suis imprégné un peu de la connaissance qu'il partageait et d'autres auteurs aussi qui parlaient plus du financier, je me suis dit non, c'est une nécessité de partager ces connaissances-là aux autres. Et comme tu disais, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui parlaient de ça sur YouTube. J'en connaissais aucun, en tout cas. Une seule personne. En 2016-2017, je connaissais personne. Quoi. Je connaissais une seule personne qui s'appelait Nicolas MJ, il me semble. Nicolas MJ, il avait une chaîne aussi, mais il parlait plus du côté culturel, de certaines réalités sur l'Afrique. Moi, je voulais intégrer à ça le côté financier parce que ça me semblait… C'est corrélé, ça peut pas, tu en parles très bien, notamment avec Kémy Seba, c'est pas possible de faire tout ce qu'il fait s'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas de finance derrière. Si tu veux monter un truc, que ce soit même à l'époque, tu fais très bien les parallèles pour mener des guerres, il faut des finances, il faut de l'argent, s'il n'y a pas l'argent. Il faut des finances, il faut de l'argent. Ouais. Donc voilà, et comme tu as dit, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de… Enfin, moi, je connaissais juste Nicolas MJ, mais il ne parlait pas de financier. Donc, je me suis dit, je vais intégrer ça dedans. Dans la période où j'ai fait une pause, comme je t'ai dit, j'avais toutes mes activités. Ouais. Je sais qu'il y a Investir au pays qui a lancé sa chaîne. Je pense qu'il a forcément été inspiré aussi par ceux qui étaient là avant. Forcément. Il a ses connaissances. Il y a beaucoup, surtout quand tu regardes les premières vidéos, il y a quand même des similitudes. Il y a des similitudes. Il y a quelque chose. Mais je respecte son travail. Je trouve que le travail qu'il fait est vraiment honorable. C'est très, très bien. On ne peut qu'encourager. On en veut comme ça 10 000, quoi. On en veut comme ça plein. Moi, s'il y avait de plus en plus, je serais content parce qu'il y en a qui croient en fait que c'est une forme de concurrence. Non, pas du tout. Moi, je ne vois pas ça comme une concurrence. Je prends ça comme un plus. Parce que plus il y a de frères ou de sœurs, hein, parce qu'il y a d'autres personnes aussi, il y a Naturi et Ben qui, il me semble, qui faisaient justement des tutos cheveux, comme tu disais. Ouais. Et elle s'est même un petit peu diversifiée, elle aborde plus pas que des cheveux. À un moment donné, moi j'appelais ça la génération tuto. Parce que tellement ça me faisait rire. Génération tuto. Des tutos cheveux. Ouais, génération tuto. Il n'y avait que ça. Et j'ai trouvé vraiment… mais moi, je trouve ça très bien. Hein, le fait que tu veux, même si tu veux apprendre la broderie, même si tu veux apprendre à tricoter, que tu tapes sur YouTube comme ça, là, tuto tricot, tu retrouves ça. Moi, je trouve ça très bien. Ça aide beaucoup de personnes. Il y a 10 000, enfin, je veux dire, pour parler ici que des afro-descendants, que tu regardais sur YouTube, je ne veux pas dire 9 sur 10, 10 sur 10 parlaient que de cheveux crépus, comme s'il n'y avait pas d'autres sujets. À un moment donné, tu te dis non, pas déconner. Il n'y a pas que les cheveux crépus, il y a d'autres choses dans la vie, tu vois. Mais je respecte quand même le travail des sœurs. Il ne faut pas non plus, c'est pas de dénigrer.
Donc voilà, mais je suis content qu'il y ait certains qui se diversifient, qui comprennent qu'il y a une autre réalité qu'il faut conscientiser en réalité. Et qu'il faut aussi proposer quelque chose de financier au final. Parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que si vous regardez les YouTubeurs qui ne sont pas de la communauté, eux, quand ils parlent de certaines réalités, ils proposent quelque chose à acheter. C'est une évidence, en fait. Ouais. C'est une évidence financière, c'est une évidence même dans la logique où les gens… Call to action, il y a toujours un appel à l'action. Voilà, c'est un call to action. Parce que quand tu partages de la valeur aux gens, il y a un principe naturel qui est le retour. En fait, les gens veulent aussi te rembourser quelque chose en retour, même si tu n'en as pas. Le principe, c'est justement un principe de psychologie, le principe de réciprocité, c'est quelque chose… Exactement. Là, tu m'enlèves même les mots de la bouche, comme ça m'évite de trop parler de ça. Mais c'est une nécessité, en fait. Et je pense qu'à l'époque, j'ai pensé justement à faire des formations et tout ce qui s'ensuit, mais j'ai jugé que c'était trop tôt. Puis, comme je t'ai expliqué, il y avait aussi mes projets personnels qui venaient en grande masse, qui me rentraient comme ça. T'es pas prêt, tu vois. Il y avait tellement de trucs que je me suis dit, bon, écoute, il va falloir faire un choix. Et j'ai fait le choix de mes projets personnels, parce qu'à un moment, ça me rapporte plus que les vidéos qui ne me rapportent rien en soi. De toute façon, ce n'est pas l'objectif à la base. Et avec le temps, je me suis dit, écoute, si on recommence à Afrodidacte, il ne faut pas que je reparte sur la même base. Déjà, le côté historique, je vais moins faire des vidéos sur du genre, oui, 10 faits en Afrique, 10 faits qu'il faut connaître sur l'histoire africaine. Je vais moins en faire. Je vais intégrer plutôt dans le contenu financier des fondamentaux culturels. Je ne sais pas si tu me suis. Comme j'ai fait dans la dernière vidéo, j'ai parlé de la nécessité de faire de l'argent, mais j'ai intégré dedans la réalité historique. C'est-à-dire que je pense que mon contenu va être plus orienté vers le financier, mais dans ce financier-là, il y aura un état d'esprit, un mindset fondamentalement kémite, comme j'ai l'habitude de dire, qui sera intégré à ça. Mais le contenu purement africain, enfin purement, je veux dire, historique, pardon. Est-ce qu'on peut faire une parenthèse pour expliquer un peu ce terme kémite qui, vu que le podcast quand même est écouté par une diversité, c'est pas juste des gens de chez nous qui écoutent, c'est une grosse diversité, des gens qui peut-être ne s'intéressent pas trop à ce sujet. C'est un thème qui revient à chaque fois dans la communauté afro, de kémite, qu'est-ce que c'est, notamment… quels sont ses fondamentaux, sur quoi est-ce qu'il repose tu peux nous parler de ça, s'il te plaît? Alors là, tu me poses une question qui va… dans ma tête, quand tu posais la question… Pour ceux qui veulent plus pousser sur ce sujet, tu as fait plein de vidéos. Donc, il y aura la description de ta chaîne en description. Ils pourront aller plus s'informer là-bas. C'est juste histoire d'introduire un petit peu les gens à ce mouvement-là, en fait, de ce que c'est. Alors, pour faire simple et le dire pour ne pas être trop long, justement, kémite, déjà, ça vient du mot kem. Kem, c'est du Médiou-Néger. Médiou-Néger, c'est la langue qu'on appelle généralement la langue pharaonique. C'est la langue que parlaient les pharaons, les Égyptiens durant l'Antiquité. Égyptiens qui eux-mêmes ne s'appelaient pas Égyptiens. Parce que, comme tout le monde le sait, c'est un mot qui date un mot récent. Un peu comme on peut dire aujourd'hui, je ne sais pas moi, Cameroun, c'est un mot tout à fait récent qui vient de Camarouès, tout ça. Donc, ce sont des termes assez récents, ce ne sont pas des termes qu'on utilisait à l'époque pour définir les territoires là. Donc, alors, ceux qui vivaient en Égypte antique s'appelaient eux-mêmes des Kemet. C'est-à-dire, Kemet, en égyptien antique, veut dire noir. C'est ce que ça veut d'abord dire. Ça veut tout simplement dire noir. Parce que quand on prend… En fait, j'essaie de trouver quelque chose de simple parce que si je commence à expliquer, je vais rentrer dans trop de détails. Ouais. Mais Kemet, pour retenir, c'est Kemet en égyptien antique veut dire noir. Alors, pourquoi l'Égypte antique? Pourquoi je n'ai pas pris un mot qui vient du Lingala ou du Douala, etc. Simplement parce que toute civilisation, en fait, a sa base et sa civilisation classique. Quand tu prends l'Europe, par exemple, sa civilisation classique, c'est la Grèce. Il n'y a rien que tu puisses faire ici en Europe dans le domaine éducatif sans faire référence à la Grèce antique. Tous les domaines qu'on étudie à l'école viennent de la Grèce antique, en tout cas ici en Europe. Quand tu parles de la médecine, on va te parler d'Hippocrate, tu parles de tel truc, on va te parler de etc., etc. Eh bien, en Afrique, c'est exactement la même chose. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, l'Afrique a une histoire antique. C'est-à-dire, il y a une histoire antique qui est connue, qui est en fait issue de ce qu'on appelle l'Égypte antique. L'Égypte antique, comme plein de savants l'ont déjà montré, c'est une civilisation fondamentalement africaine. Déjà, non pas parce qu'il s'appelait Kémite, noir, parce qu'on peut être noir sans pour autant être africain. Il y a des noirs en Inde, ce ne sont pas pour autant des Africains, mais tout simplement parce qu'on a des sources historiques qui attestent que ces gens-là étaient d'origine africaine. Comme le dit d'abord, que ce soit Hérodote, qui écrit dans Euterpe, son livre 2, où il dit que les Égyptiens sont de peau noire et de cheveux crépus. Je ne pense pas qu'il faut une meilleure définition pour définir un noir d'Afrique, mais je pense que celui-là est assez… Voilà. Hérodote, je rappelle quand même qu'il a été nommé par Cicéron comme le père de l'histoire. Donc, Hérodote est considéré comme le père de l'histoire. Et
la plupart de ces témoignages sont considérés comme fiables parce que c'est quelqu'un qui apporte toujours un témoignage oculaire. Hérodote, c'est quelqu'un que quand il l'écrit, il l'a vu. Et c'est en réalité le fait. Donc, il a voyagé en Égypte, il a vu ces gens qui vivaient là-bas, il a dit que c'était des Noirs aux cheveux crépus. Donc, et qu'ils étaient similaires à ce qu'on peut appeler les naturels d'Afrique. Donc, ceux qu'on appelle généralement, je ne sais pas moi, les Congolais, les Sud-Africains, ben, c'était les mêmes gens au final. Ouais. Il y a d'autres personnes aussi qui ont eu à parler de ça, que ce soit Aristote, et etc., etc. Donc, il y a des preuves antiques, il y a des preuves récentes, que ce soit le marquis. Mais aujourd'hui, ce terme de kémite, en fait, c'est tout un mouvement. C'est vrai, il y a déjà le côté noir, le côté identitaire, mais ça représente aussi comme une sorte de mouvement. Et je sais pas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de kémite, plus dans sa philosophie? Dans le côté mouvement, ok. Ouais. Oui, c'est vrai que là, j'ai voulu… non, mais c'est très bien déjà pour que les gens voient un petit peu d'où ça vient. L'origine, oui, voilà. Aussi la philosophie derrière ça. Et tu as plein de vidéos sur ta chaîne qui entrent en profondeur et même des bouquins que tu évoques. Donc, pour ceux qui veulent plus creuser, là, on le balaye un petit peu vite fait pour donner un ordre d'idée aux gens. Et puis, Oui, c'est clair que pour avoir plus d'informations, je recommande d'aller sur ma chaîne Afrodidacte. Tapez Afrodidacte sur YouTube, vous aurez les vidéos, vous les regardez. Les anciennes, généralement, j'aborde ce sujet-là. Alors, en ce qui concerne le mouvement du kémitisme, juste faire une petite parenthèse sur ce que je disais il y a quelques secondes, c'est que comme il y a eu toutes les preuves historiques qui attestaient que ces civilisations étaient africaines, il a fallu alors, dans le domaine historique, intégrer la civilisation égyptienne aux civilisations africaines de Mali, Djenné, bref, toutes les civilisations qui existaient sur le continent africain. Donc, à long terme, ça a créé quoi? Ça a créé en fait une nouvelle pensée parce que, comme tu dis, le kémitisme, parce que c'est un mot qui vient tout simplement des kémites, on a mis isme pour parler d'un mouvement. Le kémitisme a été développé pour rétablir en fait un mensonge historique qui était attesté comme quoi les Africains n'avaient pas d'histoire. En tout cas, pas d'histoire avant la colonisation et l'esclavage. Donc, l'affaire de l'Égypte antique qui a permis d'éclaircir aussi d'autres civilisations africaines ont tout simplement changé la donne. C'est-à-dire, l'Afrique n'est plus une civilisation qui n'a plus d'histoire, c'est en réalité une civilisation qui est à la base de toutes les autres civilisations. Là, quand tu dis ça, déjà, ça choque certains, mais en réalité, ça change du tout au tout. Parce que finalement, tu parles d'une civilisation qui était esclavagisée et qui ne servait à rien, comme une civilisation qui est à la base même de la civilisation grecque. Parce que la civilisation grecque, comme ils le disent eux-mêmes, se sont inspirés fondamentalement des Égyptiens, qui étaient des Africains, comme on le dit. Donc voilà, de là s'est créé en fait le kémitisme, qui ont été portés par beaucoup d'auteurs. À l'époque, on n'appelait pas ça le kémitisme. Je pense que c'est ce qu'on appelle fondamentalement le panafricanisme en réalité. C'est que beaucoup de gens essaient de créer un mouvement comme le kémitisme ou je ne sais pas quoi. En fait, le kémitisme, c'est tout simplement du panafricanisme. C'est exactement la même chose. Parce que quand vous prenez l'un des pères fondateurs du panafricanisme, qui est Marcus Garvey, il parle déjà de la nécessité d'unir les peuples africains et il fait référence notamment à la Nubie des anciens. Nubie, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui généralement le Soudan. Sachant que le Soudan, une bonne partie du Soudan faisait partie de l'Égypte antique. Donc, quand il dit qu'il faut faire référence à la Nubie ancienne pour réunir l'Afrique, c'est parce qu'il sait fondamentalement qu'il s'inspire de tout ce que je viens de parler là. C'est-à-dire de l'histoire, des mythes, etc. Donc, c'est ça le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est la même chose. Je pense qu'il n'y a pas besoin de créer un autre terme. Ça a déjà existé, on ne va pas réinventer la roue. Ouais, c'est vraiment très intéressant tout ça, vraiment pour tous ceux qui veulent creuser, comme on l'a dit, sur ta chaîne YouTube, tu en parles assez, tu donnes même plein de tips comme des bouquins qui font référence à tout ça. Donc, pour revenir sur ce qu'on disait avant de cette façon dont tu es en train de vouloir relancer les choses là maintenant avec ta chaîne YouTube, parce que notamment avec la dernière vidéo où tu fais à chaque fois, tu parles pas argent en mode make money, mais tu en parles quand même. Et tu fais une corrélation aussi avec la partie dev perso, la partie pourquoi est-ce que je le fais. C'est pas juste faire de l'argent pour faire pourquoi est-ce que je le fais, c'est quoi mes objectifs, où est-ce que je veux aller. Mais tu restes conscient que dans ce que tu vas faire, il y aura un côté financier qu'il faut nourrir pour pouvoir pousser tout ça, quoi. Parce que tu auras sûrement besoin peut-être tu dois peut-être payer des gens, par exemple, notamment avec les vidéos que tu produis, tu peux payer des monteurs, tu peux payer je sais pas, ou pour toute autre activité que tu lances. Donc, c'est Afrodidacte, ça sera quoi le nouveau format? Qu'est-ce que tu vas nous proposer en termes de… J'imagine qu'il y aura peut-être des formations et des accompagnements qui vont suivre. Alors, c'est bien que tu soulignes ça parce que justement, je voulais en parler. Je ne savais pas à quel moment on allait revenir sur le sujet, mais c'est important alors. Avant que je ne quitte justement, avant que je ne mette une pause, parce que j'ai quitté, il y en a qui me disent oui, tu t'es parti, mais en fait non, je travaillais sur ce que je racontais en fait dans les vidéos.
C'est-à-dire, j'ai parlé dans la vidéo, mais entre-temps, moi, j'étais en train de le faire aussi. S'il y a des frères et des sœurs qui se sont inspirés, comme j'ai pu avoir le retour de certains qui ont créé leur entreprise, qui ont lancé leur activité, je suis content, parce que c'était aussi l'objectif. À côté de ça, en fait, on m'a invité à plusieurs conférences. Moi, je ne m'attendais pas du tout. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que je n'avais jamais donné de conférence, il me semble. Non, non, je n'avais jamais donné de conférence. Et on m'a invité, que ce soit en Allemagne, à Hambourg, on m'a invité à Paris, on m'a invité en 2 Hollande fois à Paris d'ailleurs. En Hollande, non, en Allemagne. En Hollande, non, je n'ai pas été invité là-bas. Mais je croyais avoir vu une vidéo où on t'avait invité, je ne sais plus trop si c'était à Amsterdam, c'est pas trop. Non, c'était à Hambourg, en Allemagne. Ah, Hambourg, ok. Mais en Hollande, j'y étais, mais c'était plus un voyage, voyage personnel, quoi. Voilà. Donc, à côté de ça, en fait, je suis allé faire des conférences et je me suis découvert moi-même une autre activité, au final, qui était plus humaine. Parce que partager des vidéos sur Internet, c'est bien, mais quand tu te rapproches des gens, c'est encore mieux. Parce que quand tu finis la conférence, mais tu discutes avec des gens. Quand j'arrivais, je faisais des conférences maximum 50 minutes. Et après, on discute. À la fin, on se met là à table, on discute, on parle des sujets. Il y a telle personne qui parle de son entreprise. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dis, il me dit, ouais, mais toi, tu fais quoi comme activité? On s'échange un peu. C'est un peu l'objectif aussi d'Aphrodidacte. Ce n'est pas juste d'avoir un contenu unilatéral. Dans les conférences m'ont permis de voir ça. Je me suis dit, l'idéal, ce serait déjà de pousser mon contenu vers le domaine des conférences, c'est-à-dire je vais faire moins de contenu, un peu plus de conférences. Ça, c'est d'une chose. Et de 2, je vais créer justement, comme tu as parlé, d'une école. Moi, on va trouver un terme pour l'école. Et dans cette école-là, je vais partager toutes mes connaissances, toutes les connaissances que je pense connaître et que je partage et qui inspirent déjà beaucoup de personnes en format de formation numérique. C'est-à-dire, il peut y avoir 3 semaines de formation. Dans chaque semaine, vous avez 7 vidéos, donc ça fait 21 vidéos. Et les là, tu peux aller au-delà, plus loin que les vidéos que tu proposes déjà sur YouTube. Et en plus, tu peux optimiser, enfin, s'il y a de nouvelles informations, comme parfois, quand tu fais une vidéo, tu dis « Oh, je voulais parler de ça aussi. Oh, je voulais parler de ça, mais la vidéo est déjà sortie. » Là, dans la formation, tu peux aller, tu updates, tu rajoutes des trucs, tu optimises, tu actualises. OK. Et tu as tout à fait raison. C'est l'objectif aussi, c'est de pousser, en fait, la réflexion, parce que déjà, ça me pousse à travailler aussi plus sur la valeur que j'apporte aux gens. Et moi, je ne demande que ça. Parce que quand je partage une seule vidéo, comme tu dis, j'ai toujours un côté amer là derrière moi qui me dit merde, j'aurais dû parler de ça, j'ai envie de parler de ça, mais sûrement qu'ils doivent savoir aussi ça. Mais c'est la vie, c'est comme ça, tu partages ce que tu juges être essentiel sur le moment. Et des fois, je peux faire une vidéo de 15 minutes, à la fin, je ne publie que 7 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je coupe beaucoup. Je me dis, non, ça n'intègre pas dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc voilà, je me suis dit, je vais créer ce que moi j'appelle la phase 2. La phase 2, en fait, c'est la mise en place de ce qu'on peut appeler aujourd'hui, si tu veux, l'école Kémit. Donc on a parlé des Kémites qu'on peut rejoindre aussi à Panafricain. Donc ce sera l'école Kémit. Et dans l'école Kémit, je vais créer des formations sur divers sujets. Vu que j'aborde beaucoup de sujets, je peux parler à la fois, mais principalement du côté financier. Mais je vais intégrer évidemment à l'intérieur de ça le côté culturel et historique, parce que je pense que c'est ça qui fait en sorte que mon contenu est spécialisé. Beaucoup de gens ne suivent pas juste mon contenu parce que je parle de finances. Sinon, justement. Sinon, moi, c'est pareil. Moi, le produit d'appel, c'était vraiment cette partie vraiment africaine, cette partie culturelle. C'est question que moi-même je me posais et que j'avais pas forcément quelqu'un qui traitait le truc en ligne. Un peu comme quand, sans faire un truc trop racial, un peu comme quand les Blancs, quand ils parlent peut-être de leur sujet, tu vois. Tu as quelque chose, eux, ils ont moyen de s'identifier, mais moi, j'avais rien. Et là, je suis tombé sur tes trucs, je me dis, wow. En plus, le nom, je n'ai même pas parlé de ça dès le départ. Aphrodidacte, ça frappe, quoi. Afro, et le côté autodidacte, on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux. Donc, oui, comme tu disais, je suis parti du principe que le contenu que je partage, c'est à tout casser. Je pense que c'est peut-être maximum 5% du contenu que je peux vraiment partager. Et je me suis dit, écoute, ça, c'est une activité que si tu veux partager plus de contenu, ça va être déjà chronovore à un point pas possible, sans compter mes propres activités personnelles. Parce que comme je le dis, et je pense que peu de gens savent, je suis indépendant, mais je suis aussi étudiant. Donc, ça fait beaucoup à prendre en compte. Je suis étudiant indépendant en Belgique. Et je dois encore gérer les contenus d'Aphrodite. Donc, ça fait beaucoup de choses. Il n'y a que 24 heures sur une journée. Donc, je me dis, non, à un moment donné, soit Aphrodidacte devient une activité qui me permet justement de faire ça, non pas à temps plein, parce qu'il y aura toujours mes autres activités, mais à
me concentrer vraiment dessus et à créer une communauté spécialisée derrière. Que, je vais te dire un truc. Beaucoup de gens pensent que parce qu'il y a 10 000 personnes qui te suivent, ça veut dire qu'il y a 10 000 personnes qui sont passionnées par ton contenu. C'est faux. Comme toute personne, si tu as 10 000, tu as un pourcentage qui est vraiment intéressé par ton contenu et qui peut vraiment passer à l'action. Tu me dis vraiment passer à l'action. C'est-à-dire, si tu dis du jour au lendemain, les gars, on va se retrouver là, on va parler business, telle personne va apporter ses compétences, telle personne va dire dans quel domaine il est bon, on va penser ce qu'on peut créer, peut-être par groupe ou par binôme, parce que créer des entreprises à 15, ce n'est pas l'idéal, par binôme, et on se retrouve comme ça. Et ça crée tout simplement une forme d'énergie qui permet de créer des entreprises grâce à des… Je ne sais pas si tu me suis. Grâce à des couples comme ça qui sont créés. Et ça permet de créer justement une dynamique qui, avec le temps qui passe, ça va créer une dynamique, une boucle, quoi. Parce que ceux qui vont créer des entreprises vont inspirer d'autres, etc., etc. C'est cette boucle-là que j'essaie de créer au final. Et je sais que ça ne peut pas être fait juste avec des vidéos sur YouTube. Parce que, on ne va pas se mentir, beaucoup de gens regardent la vidéo, ils sont là, ouais, mon frère, bien, merci, bonne journée. Tu vois, et le lendemain, ils font rien. Moi, ce n'est pas mon objectif. Si je m'égoïse chaque jour, si je prends du temps pour monter les vidéos, si je prends du temps pour me former personnellement, ce n'est pas pour arriver juste à cet objectif. Mon but, c'est de rentrer vraiment en profondeur, de créer des dynamiques. Donc, l'école Kémit, comme je dis, ce sera d'apporter des formations beaucoup plus poussées dans les domaines que j'aborde déjà sur ma chaîne. Il y aura plein de sujets, que ce soit le mindset, que ce soit l'état d'esprit d'entrepreneur. Parce que être entrepreneur, c'est aussi prendre beaucoup de choses en compte, hormis du côté financier. Je pense que c'est plus le mental qui compte qu'autre chose. L'état d'esprit, l'état d'esprit, le mindset. C'est pas beau tous les jours. Enfin, j'ai envie de dire, c'est tous les jours. En fait, entrepreneur, pour moi, ça veut dire être prêt à être dans le bordel tout le temps, en fait. Tu es là pour résoudre des problèmes, tu n'es pas là pour rester et toujours te satisfaire des solutions qui sont déjà là, quoi. C'est clair, c'est clair. Et je pense que la meilleure façon de trier comme ça les personnes avec qui tu peux rentrer dans la même dynamique, c'est tout simplement de mettre une barrière financière. C'est simple. Parce que c'est une barrière financière. Parce que on peut dire ce qu'on veut. Moi, je pense que l'argent est à défaut de servir à faire beaucoup de choses, c'est un moyen de calculer très vite l'intérêt des gens. C'est drôle, mais c'est réel, quoi. C'est réel, parce que c'est comme certaines personnes qui disent « Oui, mais je prends l'intérêt de faire… » Ok, cool. Mais quand tu lances une entreprise, quel est le moyen qui te permet de définir si l'entreprise est intéressante pour les gens? C'est les revenus. Tu peux avoir 100 millions de gens qui viennent sur ta plateforme, mais si tu n'as pas une seule vente, ton activité ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça veut dire que les gens viennent, mais juste que ce n'est pas assez important pour qu'ils puissent retirer ne serait-ce que 5 € de leur portefeuille. Donc, ça veut dire que ton truc, en fait, c'est un nice to have, comme on dit en anglais. Ça, c'est cool de voir ça, mais bon, voilà, on s'en fout au final. C'est pas un must to have. Ouais, un nice to have, c'est cool. Bon, j'ai ça. Je veux dire, mais c'est cool, mais c'est pas un must to have. C'est pas un must to have, c'est un nice to have. Donc, je dois juste avoir ça, mais après, on n'a rien à faire, quoi. Donc, moi, je ne veux plus juste être dans cette démarche-là où les gens viennent regarder mon contenu et après, ils zappent, ils passent à la prochaine sur 10 choses que vous devez savoir sur le Groenland. Tu vois, des vidéos YouTube. Non, c'est pas ça. Je veux que les gens, dès qu'ils… J'ai l'impression que ça t'a un petit peu saoulé, les vidéos qui commencent par 7, 10 trucs, tout ça. En fait, c'est intéressant. Quand tu es sur YouTube, tu comprends la nécessité de faire ça. Même moi, je l'ai fait. Quand je dis, 10 choses que vous devez savoir sur l'Afrique, on appelle ça des techniques d'acquisition. Produits d'appel et tout. Si tu fondes ton contenu sur ça, bonne chance. Après, ça se le trouve, il y en a 4 millions, il y a 4 milliards, quoi. Il faut innover, il faut un truc beaucoup plus… Pour ça, il faut un peu… C'est vraiment très intéressant. Est-ce que sur ce format-là, tu parles de formation numérique et tout, est-ce que ça sera, parce que tu as aussi parlé de conférences, l'idée, ça sera aussi sur ceux qui suivent ces formations de pousser encore ça plus loin, genre des accompagnements personnalisés où tu prends, vu que chacun, on a des similitudes, mais chacun reste unique, chacun a ses propres turpitudes, sa propre personnalité, sa propre perception des choses. Et pour chacun, je pense qu'il y a une solution particulière aussi, quoi, particulière. Donc, je me demande, est-ce que… Ouais, vas-y. Oui. En fait, comme j'ai dit, Kémit School, c'est genre des formations. Je n'ai pas dit une formation. Et quand tu intègres des formations, il y a le pluriel. Donc, ça veut dire qu'il y aura plusieurs. S'il y a plusieurs, c'est clair que tout le monde ne va pas être intéressé par la même chose. Pas la même chose. Même moi, quand je rentre dans un magasin, il y a des trucs que je n'aime pas manger, mais il y a d'autres qui m'intéressent plus. C'est le principe, en fait. Je sais pertinemment que le côté du mindset, état d'esprit, il y a des gens qui sont des guerriers, qui dans la tête, c'est des gens déterminés, peut-être même plus déterminés que moi. Donc, je peux avoir la science infuse de la détermination. Je pense que j'ai tellement travaillé
ma propre personnalité, travailler l'état d'esprit, travailler l'état d'esprit à avoir justement dans le business, que je pense que je suis capable de partager ça aux gens et de leur apporter plus de valeur qu'ils n'ont maintenant. Donc, je pense que je suis capable de le faire parce que je l'ai déjà fait dans les différentes vidéos, je l'ai fait par conférence, j'ai eu des retours personnels. Donc, je pense que c'est à un moment donné aussi, voilà, il faut aussi un peu démocratiser ce genre de choses. Donc, ça, c'est d'une chose, c'est l'état d'esprit. Il y aura aussi des conseils financiers, mais je ne suis pas, je suis pas un expert financier. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, je ne me suis jamais présenté comme tel. Je ne veux pas être les gourous du net qui te disent, oui, voilà comment tu vas gagner 10 millions en 3 jours. Je ne suis pas dans ce genre de délire-là. Moi, ce seront des fondamentaux financiers à comprendre. Parce que quand tu te lances dans le business, il y a certains trucs basiques que tu dois comprendre. Tu dois comprendre que perdre de l'argent, ce n'est pas un problème. Tu ne peux pas vouloir gagner 10 millions si tu n'apprends pas à perdre 10 000. Tu ne peux pas vouloir avoir ce que 99% des gens n'ont pas et ne pas être capable de faire ce que 99% des gens ne font pas. Effectivement. Je sais pas si tu me suis. Bien sûr. La plupart des gens sont des employés. Bon, j'ai rien contre ça. Hein. Nos parents sont employés. Ce n'est pas un problème. Même moi, en tant qu'étudiant, je travaille, je domaine. Donc, ce n'est pas un problème. Mais je veux dire, si tu suis aphrodidacte et que tu veux créer ta propre réalité financière, ton propre business même, eh bien, tu dois comprendre une chose, c'est que tu dois faire ce que 99% des gens ne font pas. Et c'est pas toujours sexy, on peut le dire. Ouais, et pour intégrer ça dans la tête des gens, c'est très compliqué. Et pourquoi je dis ça? Parce que moi-même, je suis passé par là. Avant d'arriver à cet état d'esprit où je me dis, comme je t'ai dit, j'ai fait du dropshipping, mais du dropshipping, j'en ai perdu beaucoup d'argent. Ouais, j'ai perdu, je pense, plus d'1 millier d'euros. C'est pas grave, parce qu'à côté, j'en ai gagné aussi. Mais en termes de connaissances, en termes de peut-être de connaissances pratiques, en termes d'exécution. Sans compter les formations. Quand je dis sans compter les formations. Les formations, si on va ajouter les formations, on est peut-être à 2000. Tu vois, donc, j'ai perdu de l'argent. J'ai perdu peut-être 2000 euros dans le dropshipping, mais ce n'est pas grave. Parce qu'à côté de ça, j'ai compris le fonctionnement de la chose, j'ai appliqué, j'ai fait des revenus et je me suis dit, voilà de quoi on parle. Parce qu'au fond, ce qui importe, c'est est-ce que tu es capable de répliquer ce que tu apprends. Si tu es capable de répliquer, c'est bon. Tu apprends aux autres. C'est très, 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 très intéressant ce que tu viens de notifier là. Et dans le domaine, puisque j'ai côtoyé aussi beaucoup de personnes dans ce domaine de dropshipping. J'en ai aussi moi-même pratiqué et j'ai côtoyé plein de personnes, surtout des personnes même qui ont excellé. La plupart aujourd'hui, ils se sont reconvertis dans d'autres domaines où ils appliquent toutes les techniques d'exécution qu'ils faisaient dans le dropshipping, ils réutilisent ça dans d'autres domaines de consulting, par exemple, pub Facebook, plein de domaines, mais avec ces mêmes techniques d'exécution là, parce que ce sont des trucs qu'ils ont pratiqués tous les jours avec un rythme vraiment en mode la même chose tous les jours et ça devient une expertise en fait qu'ils peuvent répliquer en fait dans d'autres domaines. Oui, bien sûr. Moi, j'ai toujours pensé une chose, c'est que si, à notre époque, si tu veux vraiment exploser tout dans le business, you need to speak English. Donc, l'anglais, c'est le fondamental. La plupart des formations que j'ai suivies, c'est dans le domaine anglophone. Il faut dire les choses parce que quand tu te formes en francophonie, il y a un blocage à un niveau. Il y a un blocage à un niveau où tu n'as plus assez de valeurs qui sont apportées par les gens. Ou si les gens apportent de la valeur. Ou bien c'est du recyclage en fait de ce qui se fait du côté anglophone, en plus mal traduit. Et puis, c'est mieux d'aller à la source tout simplement. Voilà, c'est mieux d'aller à la source directement. Donc moi, au fond, je me suis plus inspiré du côté américain, anglo-saxon, pour pouvoir faire mes activités parce que c'est eux qui ont plus cette énergie-là. Ils ont moins ce complexe par rapport à l'argent aussi. Et ils ont une avance quand même par rapport à la francophonie. Généralement, quand ça arrive en francophonie, ça fait peut-être 3, 4, 5 ans qu'ils se sont déjà bien gavés de l'autre côté. Donc voilà, c'est clair. Donc ça, comme je disais, ça c'est une des choses qu'on peut retrouver notamment dans la Kemin School, c'est l'état d'esprit, le mindset. Il y aura aussi la gestion financière, c'est-à-dire le côté financier. C'est quoi c'est quoi un actif, c'est quoi un passif? Ça, c'est vraiment les bases. Hein. Il y a beaucoup de gens, quand je dis ça, ils disent, ouais, mes frères, on connaît. Oui, mais dis-toi qu'il y a… Plein de vidéos dont tu traites, tu parles notamment du cadran de cash flow. Du cash flow, développé par Robert Kiyosaki. Mais il y a des centaines de personnes qui ne savent pas ça. Quand, je me rappelle une fois, j'ai parlé en conférence, il y a des gens qui me disent, je n'ai jamais entendu parler de ça. Et le gars, il est médecin. Tu te dis, on va dire, oui, mais la médecine, ça n'a rien à… Enfin, on va dire, la médecine, c'est développé, oui, mais tu es médecin, ce n'est pas dit pour autant que tu connais les bases financières. Tu es bon pour soigner les gens, mais on ne peut pas être expert dans tout. On ne peut pas tout connaître dans tout. Tu me suis? Et même moi, qui partage ces connaissances, je ne peux pas être expert dans tout. Prétends avoir la capacité d'apporter plus de valeur aux gens. C'est à eux de juger.
Donc, quand tu fais des conférences, quand tu vois des centaines de personnes, ben, c'est que tu juges que 500 personnes, pardon, c'est que 100 personnes ont jugé que c'est nécessaire de venir te suivre. Ça veut dire que tu as quand même une certaine valeur que tu apportes. Tu me suis? Donc, dans la Cabin School, ce sera ça. Il y aura ça, il y aura évidemment le côté financier, et aussi le côté historique. Mais comme je l'ai dit, le côté historique, ça, c'est un côté que je ne sais pas si les gens sont vraiment prêts à acheter des formations fondamentalement sur l'histoire. Je ne pense pas. Mais comme dans toute chose, il faut tester. Il faut tester, ouais. Tester même. Et puis voilà, tu testes, ça marche, c'est bon. Ça ne marche pas, bon, on pivote, quoi, c'est tout. Ouais, mais on pivote ou on optimise, on teste d'autres zones. Tester, quoi. C'est le principe. Dans la phase 2 d'Aphrodidacte, ce sera fondamentalement ça. Ce sera des formations à la Cabin School. Mais je rappelle encore une fois que le but, ce n'est pas juste de dire aux gens, venez suivre des formations. Non. C'est à la fin des formations que certains vont suivre, il y aura évidemment des groupes qu'on va créer. Et ces groupes qu'on va créer, on va par la suite créer une dynamique. Des sortes de petits masterminds, tu veux dire? Voilà, exactement. Donc, peu importe que ce soit dans différentes villes ou différents pays, on crée comme ça des groupes spécifiques où on travaille et on crée des binômes qui peuvent travailler ensemble ou des trios, etc. Donc, le but, c'est de créer une dynamique à long terme, quoi. Et je pense que le côté des vidéos YouTube, il y aura toujours des valeurs apportées là-bas, mais le gros ne sera pas sur YouTube. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. Excellent, excellent. Vraiment, merci pour cette transparence, vraiment. Et je voudrais qu'on revienne un petit peu, même si on a déjà sauté. Aphrodidacte, c'est Wilfried derrière, même si c'est tout un mouvement que tu es en train de créer pour que ce ne soit pas juste centré sur ta personne. Ça, on le voit très bien dans tes vidéos YouTube. Mais je pense quand même que ta personne pourrait aussi intéresser plein de personnes du point de vue de l'identification. Ils voient, hey, le mec, il n'y a pas une grosse différence. En fait, il est étudiant comme moi, il est travailleur comme moi, c'est une personne comme moi, quoi. C'est quoi? Est-ce que tu viens déjà peut-être d'où? Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ton parcours? D'où est-ce que toi, tu viens? Tes études, tu les as fait complètement ici ou tu as commencé au Cameroun? En fait, non. Moi, je suis né au Cameroun. J'ai grandi au Cameroun. Donc, je suis venu ici en 2009. Oui, en 2009, donc ça fait 10 ans, en 2019. Ça fait 10 ans que je suis en Belgique. J'ai fait une bonne partie de mon cursus scolaire au Cameroun. Et je suis venu ici, j'ai continué en secondaire. C'est-à-dire, en Belgique, on parle plus de première, deuxième. C'est l'inverse de la France. Donc, j'ai fait mon secondaire ici. Et j'ai commencé justement l'université récemment, dans la haute école. Et je fais des études en commerce international. Donc, je suis en fin de bachelier, là, du commerce international. Ça, c'est les études que je fais présentement. On reste quand même dans le business. On reste quand même dans le business. Oui, tu vois, donc, et sans te mentir, même à la base, je voulais faire des trucs comme avocat et tout. C'est pas mal, hein, mais je pense que j'étais trop. Je pense dans ma tête, je suis. T'es pas câblé pour ça. Ou t'es peut-être câblé pour ça, mais t'aurais pété un câble à un moment donné. Ça devait être peut-être trop. Ouais, parce qu'à un moment donné, voilà, je pense que je vais plus accrocher pour quelque chose qui va me permettre de me laisser. Quelque chose de flexible, en fait. Tu as des influences comme ça, commerce international, c'est parce que tu as peut-être des gens dans ta famille, des amis des influences. Ça. Je pense déjà c'est culturel, parce que je vais dire, toute personne qui tout le monde qui vient du Cameroun a au moins un commerçant dans sa famille. Tout le monde aura au moins un commerçant dans sa famille. Puis bon, si je veux pas parler ici d'ethnie, mais moi je suis issu d'une ethnie un peu où le commerce c'est genre tradition du commerce. Les Bamileke, c'est le commerce. Vous faites du commerce et puis voilà, c'est ce que vous devez faire. Donc, moi, je pense que j'étais influencé aussi par la famille, mais je pense que c'est aussi une volonté personnelle, hein, parce que j'ai toujours eu cette volonté d'indépendance, parce que c'est quelque chose que depuis que je suis petit. D'ailleurs, on dit oui, mais tu fais toujours comme un grand, tu fais comme quelqu'un qui n'a pas besoin des autres. En fait, si j'ai besoin des autres, mais juste que je ne veux pas être en dessous des autres. C'est pas différent. Genre, je ne veux pas avoir un patron qui va me dire tu vas faire ça, ça, ça. Ou au pire, un patron, mais qui est dans la même dynamique que moi. Ce n'est pas un problème. L'objectif, ce n'est pas de se dire je ne veux pas avoir de patron. Non, l'objectif, c'est de se dire j'ai envie de faire quelque chose dans ma vie qui fait en sorte que je n'ai pas l'impression de travailler. C'est très différent. C'est-à-dire, si je travaille par exemple avec, prenons le cas de Nofi, j'ai parlé avec Christian Zelat, le fondateur de Nofi, que certains doivent connaître notamment. J'ai parlé aussi avec son frère. On s'est vu à la conférence à Paris, au Black Mind. On a discuté. Un jour, comme ça, il arrive que je travaille avec eux, mais je ne verrai pas ça comme un travail au final. Parce que c'est quelque chose qui rentre finalement en liaison avec ma vision de voir des choses. Ouais. Donc, l'objectif, ce n'est pas d'essayer de dire je ne veux pas le patron. L'objectif, c'est de dire
je veux faire une activité qui ne me donnera pas l'impression que je travaille au quotidien, mais que je m'épanouis tout en faisant ce qui me plaît. Ouais, je sais Donc, plus pour qui revenir sur dit ma ça. Il y a présentation, quelqu'un qui, je sais pas, ça doit être un Américain qui dit que si tu bosses dans ta passion, tu n'auras pas l'impression de bosser tous les jours. Je sais plus trop la formulation exacte. Il y a un truc comme ça qui se dit, quoi. Que si tu, ah oui, du genre, si tu fais quelque chose qui te plaît, enfin, si tu vis de ta passion, tu n'auras pas l'impression de travailler un seul jour dans ta vie. Je pense que ça vient exactement, de ouais. Tim Ferriss qui a écrit La semaine de 4 heures. Je ne sais pas si Mhm, c'est un peu de Tim Ferriss. mhm, Dans son livre La semaine de 4 heures, il détaille vraiment comment vivre mhm, avec 4 heures par semaine. Enfin, c'est un livre que j'ai ouais, lu, il est très, très intéressant, je le conseille aussi. ouais. Euh, ça, c'était Timothy Ferriss. Pour revenir aux questions que tu m'as posées. Donc, Mhm, mhm. en ce qui me Donc, concerne, donc, j'ai 23 ans. À l'époque où je faisais des conférences et que j'ai créé Aphodia, j'avais 21 ans. Et tu as 23 ans juste? oui, je sais qu'il y en a qui me donnent 5 ans de plus ou 8 ans de plus. Mais en fait, non. Et je rappelle que c'est le vrai âge. Parce que quand on dit ça, il y a certains qui font ouais, mais Ouais. non, c'est le vrai âge parce que de toute façon, je n'ai pas eu besoin de le faire parce que je suis arrivé ici en tant que mineur. Donc, quand tu arrives mineur, tu n'as pas besoin de ton âge, tu n'as pas besoin de le faire. Ouais, ça Donc, me met, voilà. ça me met vraiment en coup Euh, toute cette C'est vrai. maturité avec juste 23 ans, c'est vraiment impressionnant. Et c'est vraiment, j'en prends des coups ces dernières semaines. J'ai notamment reçu aussi Jean-Charles Curdali sur ce podcast qui a monté un gros truc. Fetch, qui aujourd'hui, il est en train de monter en fond. Enfin, il a déjà monté et bientôt, ils vont faire la première deal qui s'appelle First Ticket Capital, notamment qui a lancé son truc. Avant même, il a commencé par le poker, il était encore mineur et il a monté sa boîte, il avait 21 ans. Et aujourd'hui, il est en train de diriger un fonds à peine 28, 29 ans, tu vois. Et puis, il y a une vraie belle dynamique et on espère qu'il y aura plus de gens dans la communauté qui pourront s'inspirer de ce genre de profil-là, quoi. Donc, tu disais, donc, tu as 23 piges, tu es Oui, en je pense école de que commerce et tu es comme ça, tu es en train de structurer déjà voilà, exactement. Parce que l'objectif ici, évidemment, je vais finir mon bachelier ici en commerce. Bon, je vais peut-être faire le continuer en master, etc. ou pas. Mais je pense qu'entre-temps, je vais directement quitter l'étudiant entrepreneur à entrepreneur directement. Donc, je vais directement, enfin, mes activités sont déjà lancées, mais elles tournent en tant qu'étudiant et Mhm. entrepreneur. Il y a Ouais. toujours un frein Étudiant entrepreneur, ouais. financier. Voilà, il y a Et toujours un frein peut-être juridique, financier. est-ce que c'est plus compliqué en tant qu'étudiant? Juridiquement, non, je pense que tu as plus de. C'est plus Ah, fluide, hein. ah, ok. Plus fluide, mais c'est clair aussi que c'est moins, moins lucratif. Quand Ouais. tu es étudiant entrepreneur, il y a des contraintes financières. Tu ne peux pas dépasser tel barème, tu ne peux pas dépasser tel barème, tu n'es plus assuré socialement, tu dois t'assurer toi-même. Tu vois, Ouais. donc ça, c'est des réalités sociales. Ça coûte un bras, par contre. Oui, voilà, ça coûte un bras, ça, c'est des trucs que tu dois. Donc voilà. Mais entre-temps, je me suis dit, et ça, c'est un conseil que je veux vraiment donner à toute personne qui suit et qui est étudiant, c'est que si vous êtes étudiant, sachez que vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez ni enfant, vous n'avez pas de maison hypothéquée, vous n'avez pas C'est le meilleur moment. votre charge, vous n'avez strictement, la plupart du temps, rien à votre charge. S'il y a vraiment un moment donné de la vie où vous avez beaucoup de temps et moins de charges, au final, c'est quand vous êtes étudiant. Même si vous êtes, certaines personnes vont dire, oui, mais je suis dans des études qui sont très lourdes, je peux vous assurer que c'est quand vous êtes étudiant que vous avez beaucoup de temps. Parce que j'ai des aînés qui, eux, sont déjà dans la vie active, et tu comprends très vite que la vie active, c'est autre chose, que tu n'as pas de temps, que tu travailles, tu te lèves déjà à 7 heures, tu dois être au travail à 8 heures, puis tu rentres à 18 heures, 18 heures, tu es claqué, tu dois manger, tu dois dormir, et puis c'est reparti le lendemain. Tu vois. Donc, il y en a Et qui croient même que au parce niveau qu'ils de sont l'état d'esprit, je pense que c'est beaucoup plus compliqué à quand même d'esprit encore. de se remettre tout un truc que tu as fait pendant 30, C'est 40 compliqué, ans en c'est question compliqué. quand tu as déjà 30, 40 ans par rapport à lorsque tu es dans la vingtaine et tu peux encore reprogrammer plus facilement ton cerveau, j'imagine. C'est pas impossible à 40, 30, 40 ans, mais j'imagine que ça va Non, être c'est pas beaucoup plus impossible. complexe, quoi. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui ont été, qui ont été créées par des personnes qui ont plus de 40 ans, etc. C'est pas un problème. Mais Mhm. je pense juste que quand vous êtes dans la fleur de l'âge, c'est le moment où il faut utiliser cette énergie-là. C'est très, très Ouais. important. Parce que vous avez très peu de choses à faire. Parce que quand vous allez rentrer dans la vie active, là, je m'adresse généralement aux étudiants, il y a pas mal de charges. Il y a énormément de charges. Vous êtes plus sur les parents. Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte Ouais. et qu'on ne leur dit pas assez. Parce que l'école n'est pas faite pour ça. L'école n'est pas pour te dire, oui, tu vas finir l'école, sache que mon frère, tu vas Déjà traîner, ton il va crédit falloir étudiant que tu vas le rembourser déjà avec tes attaquer. premiers salaires. Exactement. Donc, tout ça là, c'est pas dit, mais en réalité, comme les étudiants, en tout cas, c'est le système le plus free au final. Il y a Mhm. toujours des risques, mais c'est le plus free au final. Donc, ça dépend des pays. En tout cas, ici en Belgique, je
pense que c'est plus complexe en France pour créer une entreprise. En France, tu arrives, en un jour, il me semble, tu peux créer une entreprise en tant qu'étudiant. En Belgique, c'est plus compliqué. Donc voilà. Et je pense que j'ai un peu fait le tour de mon CV. Je ne sais pas ce qui. Non, c'est Si tu as vraiment, encore. c'est vraiment très intéressant. Non, c'était vraiment pour que les gens aient pu un petit peu s'identifier aussi, voir que tu n'es pas un extraterrestre, même si ça reste assez impressionnant quand même pour cet âge, ce parcours. Donc, aujourd'hui, c'est quoi la suite au niveau d'Aphrodidacte par rapport à la ligne éditoriale? Ça sera quoi? Une vidéo par semaine, par mois? Il y a quelque chose comme ça que tu peux déjà nous dire, à quoi on peut déjà s'attendre? Oui, bien sûr. Alors, ici, avec Aphrodidacte, comme j'ai recommencé, j'ai lancé la vidéo l'autre jour pour voir un peu toujours l'intérêt de la communauté. Parce qu'il y a une chose qu'on m'a dit, c'est tu t'es absenté longtemps pour revenir, pour créer la dynamique, ce sera compliqué. Je pense pas. Je pense que si tu as vraiment il y a plus de 1000, je crois on avoisine les 2000 personnes qui ont vu ou plus, je sais plus. Oui, c'est à 2600 maintenant, il me semble. Je pense que quand tu as Et même les commentaires, quand tu regardes, là, c'est pareil que moi, les gens, t'étais où? Enfin. Ouais, je vois. Mais je veux dire, quand tu as une base, et justement, c'est là qu'on juge en fait de la base des gens qui te suivent. Si tu es quelqu'un qui fait des vidéos, on va dire ça, des vidéos rapides, c'est clair que si tu t'absentes un peu longtemps, tu seras vite oublié. En 2 secondes, les gens vont vite oublier, ils vont passer à autre chose. Mais par contre, si tu es quelqu'un qui a vraiment apporté de la valeur aux autres, que tu leur as fait voir une autre réalité, tu peux t'absenter, mais quand tu reviens, tu vois toujours ce soutien-là qui est nécessaire au final. Parce que si je revenais, je ne veux pas te mentir que si je revenais et que je ne recevais aucun message, je me dirais, à mon avis, tu n'as pas tellement impacté les gens. Tu n'as pas tellement apporté aux gens. Mais quand tu reviens et que tu reçois j'ai reçu, je pense à tout casser, peut-être une centaine de messages maintenant, depuis que j'ai fait la vidéo, ça fait plaisir. Ça montre qu'il y a une communauté derrière qui, même après des années, est toujours prêt à avancer ensemble et à créer des choses au final. Donc, excellent. la suite d'Aphrodisiaque, ce sera quoi? Ce sera comme j'ai déjà expliqué d'ailleurs, je pense que je ne veux pas faire tout le Non, je veux dire, il y aura un rythme comme ça de vidéos, pour peut-être les une par semaine, je sais publications, pas. oui. Pour les publications, je pense que je m'arrêterai pour un début, franchement, à une vidéo par semaine. Parce que de toute façon, c'est ce que mon emploi du temps me permet de faire. Et évidemment, la vidéo, quand je la fais, il faut la tourner. Il faut la monter, la tourner. Il faut la monter aussi, évidemment. Et je pense que toute personne qui fait des vidéos sait comment un montage des vidéos est chronophage. L'édition et tout. Les facilement, ça peut hashtags, facilement te prendre 1h30, 2 heures. Hein. Ça, c'est quelque chose. Là, c'est quand tu as déjà bien roulé ta bosse et que tu as des mécanismes comme ça, des automatisations et tout. Mais pour quelqu'un qui commence, c'est vraiment, là, je peux dire, c'est. Non, pas 2 heures. C'est 5 heures sur la vidéo. Ouais. Donc, mais avec le temps, ça s'améliore. Ça s'améliore. Une vidéo par semaine en moyenne. Une vidéo par semaine pour le moment en moyenne. Alors, quel jour, ça, je ne sais pas. Toute personne qui regarde mon contenu s'est rendu compte d'une chose, et je pense que c'est ça qui plaît aussi aux gens, c'est que mon contenu est fondamentalement spontané. C'est-à-dire, je fais rarement une vidéo qui a été écrite, qui a été repassée 15 fois par 10 personnes. Non, jamais. La vidéo, quand je la fais, généralement, soit je suis en déplacement, soit je suis revenu d'une activité, soit je reviens des cours, et je me pose là, je dis, bon, il y a tel sujet qui m'intéresse, j'aimerais partager telle valeur avec vous, et je le fais. Je prends juste ma caméra et je le fais. Il n'y a pas de… ça se voit. En selfie, on voit, moi, tu prends ton truc, tu retournes, tu prends ta canne et puis tu pars, quoi. On te voit. Non, je le fais. Ça se ressent que c'est sur le coup. Même, ça reste intéressant, mais ça se voit que c'est sur le coup. Et ça montre aussi la sincérité et vraiment l'authenticité de ce que tu fais. Il n'y a qu'une seule vidéo, d'ailleurs, qui était vraiment montée et faite derrière. C'était en ce qui concernait notamment 500 ans de Longchamp avec les cartes et les différentes tailles des pays. Et d'ailleurs, cette vidéo-là, je veux te dire un truc qui va étonner beaucoup, c'est que cette vidéo, elle a été la plus vue et moi, j'étais clairement déçu. Pas déçu parce que les gens l'ont vue, déçu parce que ce n'est pas du tout celle que je voulais que ce soit. Parce que là, je voulais juste souligner quelque chose comme ça et ça a fini par devenir un phénomène où il y a d'autres personnes qui ont répliqué des vidéos par la suite. Il y a des chaînes très connues qui ont fait des vidéos sur ce sujet-là, après avoir vu la mienne, sans prétention. J'ai vu certaines chaînes qui sont très connues, même des chaînes, des médias, qui ont fait des vidéos dessus. Bizarrement, 2 ou 3 semaines après que j'ai publié la vidéo, ils utilisent les mêmes sources que moi. Voilà, et je me suis dit… je connais ce sentiment, je maîtrise ce sentiment comme ça de faire des podcasts comme ça. Que j'ai là, avec cet épisode, je vais tout péter là, c'est mort. Tu publies et puis t'as que dalle, enfin, t'as peu de personnes par rapport à ce que tu espères. Il y a un épisode que tu fais comme ça en impro. Moi, ça m'est arrivé par exemple avec Nelly Chapchedjob qui fait partie du board de 10 000 codeurs.
Avec elle, c'était même pire que ça. C'était vraiment un épisode improvisé parce que ça faisait plusieurs jours que j'essayais de négocier. Ah, viens, on fait un truc. Elle est experte sur tout ce qui est blockchain et tout. J'ai dit, viens, on parle de ce truc, ça intéresse ma communauté et tout. Et elle m'a pris un soir, elle dit, tu veux qu'on le fasse? Ok, hop, je te mets au défi, on le fait maintenant, sans rien préparer, sans rien chercher. Et cet épisode, ça a pété de ouf. Et je dis, mais les épisodes que je passe mon temps à préparer, je recherche, je lis des articles, je m'en vais voir des vidéos, je prépare et tout. Mais non, je connais, je maîtrise ce sentiment. Ok. Merci beaucoup. Comme je te disais, et comme on le disait, notamment pour ceux qui veulent suivre, vous pouvez déjà vous abonner et cliquer aussi sur la petite cloche là. Comme ça, quand il y a un nouveau truc, normalement, les gens ils sont prévenus. En attendant que tu aies peut-être un truc plus. Peut-être un plan éditorial et tout, mais avec la cloche déjà, lorsqu'il y a un truc, les gens seront notifiés. On va mettre le lien en description. Est-ce que tu pourrais nous partager comme ça, au-delà du bouquin que tu recommandes à chaque fois, est-ce que tu as d'autres trucs comme ça que tu pourrais nous proposer? Non, mais j'en ai recommandé d'autres, hein, c'est pas le seul. Mais lui, il revient à chaque fois. Oui, c'est un des fondamentaux. Donc, voilà. Ouais. Donc, tu pourrais nous proposer comme ça d'autres bouquins, 2-3 bouquins, peut-être des bouquins. 2-3 bouquins. Alors, je pense que le domaine historique, nation d'agriculture, ça suffit, enfin pas ça suffit, mais c'est assez important pour avoir les bases. En ce qui concerne le financier, pour toute personne qui connaît très peu de choses dans le financier et dans la gestion financière, je conseille tout simplement Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. La base. Voilà. La base, franchement. Et en ce qui concerne, en tout cas, l'état d'esprit, le mindset, c'est la puissance du subconscient. Ça a été écrit, je ne sais plus l'auteur parce que j'ai lu ce livre-là il y a pas mal de temps quand même, c'est la puissance du subconscient. Mais vous tapez puissance du subconscient ou le pouvoir du subconscient. Puissance ou pouvoir du subconscient. On va mettre les liens en description. C'est un livre. Voilà, tu vas trouver probablement le livre et tu mets en description d'ailleurs. C'est un livre qui m'a aussi permis de… Franchement, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit et ça m'a permis de comprendre certaines réalités aussi. Et ça m'a donné plus d'énergie dans mes activités. Donc, il y a ça. Il y a Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Il y a la puissance du subconscient. Il y a… ici, je ne veux pas citer un livre, mais je vais plutôt citer une personne qui m'inspire beaucoup. Et je pense, bizarrement, quand je parle avec certains entrepreneurs, il y a très peu de gens qui le connaissent. Et ça me choque toujours à chaque fois. C'est tout simplement Oussama Hamar. De The Family, bien sûr, c'est notre père à tous. Quoi. Mais c'est bizarre. Moi, il y a certains à qui je parle, ils me disent, mais non, je ne vois pas qui c'est. Bon, peut-être dans la communauté, je ne sais pas, mais généralement, quand même, tous les entrepreneurs, nous tous, depuis 2015, on a suivi les débuts de The Family, on a suivi toutes ces vidéos. Il y a plein de copier-coller qui ont été faits, il y a plein de exactement. Inspirés, quoi. Mais je pense que c'est toujours important de le rappeler pour ceux qui ne le connaissent justement, pas. Jean-Charles Kurdali, que j'ai interviewé, fait partie justement il bosse aussi à The Family à temps partiel en tant que… Il check comme ça des projets des gens, il donne des conseils, vu que lui-même, il est passé par là. Donc, moi, je pense que tous les gens il faut absolument suivre ces vidéos. Avec les vidéos gratuites qu'il fait, tu peux déjà faire plein de choses. Ouais, moi, personnellement, j'ai énormément appris. C'est pour moi l'une des personnes qui m'inspire le plus. Et d'ailleurs, il sera prochainement ici en Belgique. Là, je fais un peu de la pub pour eux. Ils ont une conférence? Mais il a une conférence ici en Belgique. Il me semble que c'est en début octobre. Je ne sais plus si c'est le 4 ou le 5. C'est à Charleroi, d'ailleurs. C'est chez toi? Oui. Donc, ça sera… Enfin, quand je dis chez toi, je veux dire… Ah bon? Moi, tu te rappelles, je t'ai dit en off qu'on s'est déjà rencontrés à Charleroi, ça fait très longtemps. Et bon, c'est pour ça que je ne vis pas à Charleroi. Je vis dans quelques… Bon, on ne va pas donner ton adresse non plus. Non, mais je vis à quelques kilomètres de Charleroi, donc je ne vis pas dans la ville de Charleroi. Et donc, c'est une conférence comme ça? C'est au nom de la famille ou c'est une conférence qui… Je pense que allez sur Google, vous tapez Oussama Hamar, Charleroi conférence. Vous allez voir. Vous tapez de Family et vous allez trouver parce que Google, vous triez, vous allez voir. Ouais. Et c'est en début octobre. Donc, tous ceux qui veulent vraiment avoir, je veux dire, le plein de motivation et le plein de connaissances dans le domaine entrepreneurial, vous devez être là ce jour-là. En tout cas, si vous êtes en Belgique ou dans les environs. Voilà. C'est quelques personnes. Et je juge que les livres, c'est quelque chose qui crée parfois un frein à beaucoup de personnes. Donc, je pense que dans l'avenir, ce qui va prendre le plus de place, ce sera du contenu vidéo. Ce n'est pas pour rien que je suis les vidéos, dans les blogs. Ouais, j'imagine bien. Autant,
Et pour peut-être avant qu'on conclue, est-ce que tu peux un petit peu, pour quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube, par exemple, c'est parce qu'il y a des gens qui se disent, ouais, peut-être il me faut une caméra, le dernier Sony ou le dernier Nikon, il me faut, je sais pas, le dernier micro, un petit peu comme ce que j'ai, l'ATR et tout. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ce genre de personnes-là? Quelqu'un qui a une expertise, bien sûr, qui pense déjà à se lancer, à présenter peut-être du moins le travail qu'il fait, et notamment avant de créer peut-être tout un business model derrière. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là qui s'autobloquent seules? Alors, je pense que, comme tu dis, ils s'autobloquent seuls parce que le premier problème que vous aurez, ce seront les pensées limitantes. Parce qu'il y a des pensées limitantes à chaque étage. Mais ça, c'est normal. Je pense que depuis qu'on est petit, on a toujours une autorité qui nous disait ce qu'on devait faire. Ou quand on est petit, c'est les parents qui disent tu dois faire comme ça, puis c'est l'école, puis c'est… Donc, à un moment donné, si vous voulez vous lancer sur Internet, sachez déjà que vous tombez dans une forme de fosse au lion. Donc, ça veut dire que vous devez d'abord être prêt mentalement à accepter le retour. Ça, c'est une chose. Vous devez aussi savoir que partager du contenu, c'est un travail à plein temps. Je dis clairement, parce qu'il y en a qui prennent ça comme, ouais, je vais… Non, c'est vraiment un investissement à plein temps. Parce que si vous voulez faire quelque chose de professionnel, c'est un travail à plein temps. Alors, pour ceux qui veulent se lancer pour un début, prenez le téléphone, filmez et partagez, c'est tout. Pas de choses à faire. Laissez les blabla, ne réfléchissez pas trop, tout ça. Parce qu'au final, ce qui importe les gens qui vont venir vous suivre, c'est le contenu que vous partagez. Mes premières vidéos, elles sont tournées, mais je pense que quand vous voyez mes premières vidéos, allez, on va mettre le lien. Allez voir vous-même. Ouais, et puis regardez la dernière vidéo, regardez la première vidéo. Voilà. Les vidéos parlent d'elles-mêmes. Les vidéos parlent d'elles-mêmes. La luminosité, elle est poreuse. Il y a beaucoup de trucs à dire. Mais ce n'est pas grave parce qu'au fond, moi, je m'en foutais totalement. Ce qui m'importait, c'est d'abord le contenu que je partage. Et la première vidéo que j'ai publiée, je vais vous dire, ça m'a pris 4 heures pour faire le montage de la vidéo. 4 heures. J'ai chronométré parce que je me suis dit, allez, c'est parti, je vais tester 4 heures. Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est qu'au début, vous aurez toujours énormément d'énergie à apporter, mais plus vous développez quelque chose, moins il y a d'énergie à apporter. C'est ce qu'on appelle notamment la scalabilité. Donc, plus vous apportez, moins vous aurez d'énergie à mettre dedans. Donc, commencez maintenant, ne réfléchissez pas trop, pensez juste à quelque chose qui peut tenir sur le long terme. Moi, quand j'ai créé le média, je me suis dit, je ne veux pas créer Wilfried Captué, bon, ça c'est mon nom, je ne vais pas créer une chaîne qui se focalise sur moi. Donc, je me suis dit, bon, il y a quelqu'un qui se rapproche un peu de ce que je fais, le côté autodidacte et le côté afro-descendant. Bon, afrodidacte, ça va bien. Et j'ai créé, je ne peux pas trop réfléchir. Je n'ai pas cherché à savoir, oui, mais est-ce qu'afrodidacte, ça va… Non, s'en fout. Mais d'abord, tu fais ton truc et après, tu auras des retours. C'est grâce aux retours qu'on améliore, en fait. Les meilleurs produits ne sont pas les produits qui sont fabriqués a priori. Ce sont les produits qui sont lancés à leur base et qui sont modifiés grâce au mode MVP, le minimum viable product. Voilà, au retour des gens. Et puis, avec les retours des gens, parce qu'on s'en fout en fait de ce qui est dans ta tête, puisque le produit, ce n'est pas pour te vendre à toi-même ton produit, c'est pour vendre aux gens. Ça veut dire l'intérêt serait que tu prennes le maximum de retours possible des gens pour améliorer ton produit et leur donner le truc le plus adapté, le plus ergonomique et qui serait le plus adapté à ces personnes-là, quoi. Oui, oui. Et le contenu, enfin, je veux dire, le contenu que certains peuvent apporter, il peut arriver que vous créez un contenu qui ne passionne personne. Il faut savoir ça. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre aussi. Je pense que sur YouTube, il y a toujours certaines personnes qui vont être d'accord avec vous. Hein. Ça, je pense que c'est la base. Il y aura toujours certaines personnes. Mais si vous voulez créer quelque chose de vraiment grand, où vous avez des dizaines de milliers, des milliers de personnes qui vous suivent, testez vite parce qu'il peut s'avérer que vous créez quelque chose et vous voyez qu'au final, par exemple, si vous voulez faire des vidéos sur, je sais pas moi, la broderie avec des crochets, double crochet, enfin, je sais pas, là, je vais vraiment dans la spécificité. Vous pouvez créer ça et puis après, vous vous rendez compte que ça n'attire pas tant de gens que ça. Et puis après, le temps que vous publiez 3-4 vidéos, vous vous rendez compte qu'en fait, ce n'est pas le sujet qui n'intéresse pas les gens. En fait, c'est la façon avec laquelle vous l'apportez. Mais vous très bonne correction. Parce que je voulais déjà sauter tout le temps. Hey, j'ai une copine là dans mon mastermind qui elle a le blog du tricot. C'est un gros business. Donc, c'était juste un exemple pour illustrer en fait ce que tu es en train de parler par rapport au fait que tester rapidement. Je pense qu'en fait, sachez une chose. Oui, je te suis, tu as tout à fait raison. Juste de dire une chose à ceux qui nous suivent, à tes auditeurs d'ailleurs, c'est que tout sujet que vous voulez aborder a toujours un audimat. Sachez que même il y a des gens qui ont des penchants très chelous, dont je ne vais pas citer les noms aussi, mais ils ont toujours des gens qui les suivent. Retenez qu'une chose, c'est qu'il y a même des tueurs en série qui ont des fans. Donc, ouais, si vous comprenez déjà… la chaîne YouTube, c'est quoi? R. Reno, lui, il parle des armes à feu, il fait des tests comme ça. Il y a des centaines de milliers de personnes qui…
pense qu'il y a voilà. Ouais. Et oui, je vois la chaîne dont tu parles là, mais c'est pour. Enfin, on est d'accord sur ce truc-là. C'est qu'il y a des sujets tellement glauques que les gens suivent et pas peu de gens. Hein. On parle des milliers, des fois des centaines, même parfois des millions. Donc, un sujet a toujours son audimat. Ça dépend de la façon dont tu l'apprends. C'est juste ça. Le reste, c'est du détail. Et à long terme, je pense que c'est quand vous développerez votre sujet, votre activité sur le net, que ce soit en blog, que ce soit en vlog, que ce soit même en audio, en podcast, comme tu fais, eh bien, c'est avec le temps que vous allez définir, en fait, tout simplement le business model. Il y a des gens qui font des années pour définir leur business model et il y a d'autres qui font peu de temps. C'est selon. Top. Merci beaucoup, Wilfried. Où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent en savoir plus sur toi? Ça, c'est clair qu'il y aura déjà la chaîne YouTube. Est-ce qu'on t'écrit sur LinkedIn, sur Facebook? Comment est-ce que les gens peuvent entrer en contact avec toi déjà? Je suis présent. Pour entrer en contact, bien sûr. Juste ce que je dis, c'est que pour tous ceux qui veulent rentrer en contact, le mieux pour me contacter, si c'est le côté professionnel, pour qu'on puisse travailler en projet, voilà, créer une forme de réseau pour travailler en communauté, pas dans le côté communauté africaine, mais je veux dire dans le côté communauté où on fait un business, c'est de me contacter via mon adresse mail. Et l'adresse mail, vous le trouverez sur quasiment tous les médias, que ce soit YouTube. Mais on le dit quand même pour les plus paresseux, l'adresse email. Oui, c'est aphrodidacte@outlook.com. Il n'y a pas plus basique. aphrodidacte@outlook.com. Mais si vous me contactez via ce canal-là, c'est principalement professionnel. Parce qu'il y a tellement, il y a trop de messages sur les autres médias que je ne vais peut-être pas voir. C'est pas évident de trier. Ouais. On va bien soumettre ça aussi en description. Donc, ta chaîne YouTube et bien entendu cette adresse email pour ceux qui voudraient te contacter pour du côté pro en fait. Donc, pour finir, Wilfried, comme j'ai dit en début d'émission, le concept de mon podcast, moi, j'offre des bouquins à tous mes invités. Et ce que moi, j'ai prévu pour toi, c'est un bouquin. Je me suis posé beaucoup de questions avant de t'offrir ce bouquin parce que je pense qu'il y a de fortes chances que tu l'aies déjà lu. Mais pourquoi pas, ça te fera peut-être une relecture. C'est un bouquin de Robert Cialdini. Tu connais? Le titre, c'est Influence et manipulation. Ouais, je vois. Ouais, c'est un psychologue comme ça. C'est un très bon livre. Quand je dis très bon livre, c'est que je l'ai lu. Mais franchement, je conseille à toute personne de lire ce livre-là aussi. C'est percutant comme livre. Ah ouais, j'ai justement le doute que peut-être tu as déjà lu. Bon, ça te fera une relecture, donc je vais te l'envoyer. Robert Cialdini. Je vais le relire. Je pense que c'est toujours important. Excellent. Donc, merci encore vraiment pour toute cette transparence. J'insiste encore à ce que les gens partent un petit peu checker ce que tu fais sur ta chaîne. Franchement, il y a de belles pépites à l'intérieur. De vous abonner, de voir pour recevoir les prochaines vidéos qui vont arriver et aussi les prochains projets, quoi, que ce soit en termes de formation, conférences et tout ce que tu vas faire. Sinon, vous pouvez aussi vous abonner à ce podcast sur iTunes, laisser une évaluation 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide vraiment beaucoup pour monter dans les rankings, donc pour être connu par d'autres personnes qui pourraient aimer ce contenu. Merci à toi, Wilfried, et à très vite. Je te remercie vraiment pour l'invitation et je passe un bonjour à tous tes auditeurs et à tous les débrouillards. Ciao.